Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite sur le plateau donc de Parlons Placement le premier invité de ce 110e, 119e pardon, numéro. Nous avons le plaisir d'être avec Jacques-Aurélien Marciro. Bonsoir Jacques-Aurélien Marciro. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes co-responsable des gestions actions chez Edmond Rothschild Asset Management, mais aussi gérant du fonds EDR Big Data. On en parlera dans un instant. Le sujet qui va nous animer aujourd'hui, c'est essayer de comprendre un petit peu la situation sur les actions internationales et aussi vos convictions de marché sur ces actions internationales. Déjà, peut-être qu'on peut revenir ensemble, Jacques-Aurélien Marciro, sur les 3 dernières semaines, mettons 4 dernières semaines, sur cette guerre commerciale enclenchée par Donald Trump. Et je dis Donald Trump puisque ça avait l'air d'être le seul réellement au courant, effectivement, à l'époque, sur l'impact que ça a eu sur les marchés, avec notamment cette prise de cours un petit peu des experts qui n'avaient même pas forcément prévu ce scénario du pire, entre guillemets, ou en tout cas à ce moment-là, et les attaques plus récentes sur Jérôme Powell. Comment est-ce qu'on traverse tout cela quand on est sur les marchés au quotidien et qu'on doit avoir des convictions, justement, Jacques-Aurélien Marciro? Alors, c'est évidemment pas une question simple à répondre en quelques minutes, mais ce qui est certain, c'est que Liberation Day a éclippé les valeurs technologiques dans l'actualité. C'est vrai que jusqu'à ce jour-là, on ne parlait que de technologie, que d'intelligence artificielle, et là, la géopolitique, l'économie, le commerce reviennent sur le devant de la scène. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de variables dont personne n'a la moindre idée, puisqu'on sait que c'est tout dans la tête d'un seul homme. Bien sûr. Et Dieu sait ce qu'il a comme objectif. Donc ça, c'est extrêmement binaire. D'ailleurs, 99% des stratégistes vous recommandaient l'année dernière d'investir sur les US. C'était de l'exceptionnisme américain. Bien sûr. Et finalement, l'Europe est aujourd'hui une des grandes gagnantes à ce stade de l'année. On verra si ça va durer. Et donc c'est vrai qu'on a tous été pris de court, et là, on doit, on va dire, repenser notre logiciel, reprendre les bases pour construire un portefeuille, construire une allocation qui tient la route. Et alors justement, vous êtes donc à la tête du fonds EDR Big Data. Est-ce que ça veut dire que... Déjà, quand on dit data, on dit tech, ou c'est deux choses différentes, Jacques-Aurélien Marciro? Alors, c'est deux choses qui sont intimement liées. D'accord. En fait, quand vous parlez d'intelligence artificielle, notamment d'IA générative, donc ChatGPT pour ceux qui nous écoutent, ou Mistral pour la version française, toujours faire un petit peu de publicité, il y a deux composants, la puissance de calcul et la donnée. L'IA n'est jamais aussi forte que la donnée sur laquelle elle est entraînée. D'accord. Donc, par exemple, si demain vous sortez de cette salle et vous voulez investir dans une startup prometteuse, vous avez une dizaine de polytechniciens avec vous. S'ils n'ont pas accès à la donnée de qualité, l'algorithme qu'ils vont construire n'aura pas forcément beaucoup de valeur. Donc l'IA, la data, la tech, c'est intimement lié. On peut dire que la data, c'est un peu le carburant du 21e siècle, c'est un peu le pétrole du 21e siècle. Et alors justement, ces 3-4 dernières semaines ont éclipsé le sujet data, IA, IA générative du devant de la scène. Est-ce que ça veut dire que c'est moins important aujourd'hui, c'est moins une thématique prometteuse dans les prochaines années sur les marchés financiers? Est-ce que c'est un peu moins une bulle quelque part? Si c'en était une avant, c'est vous qui allez me le dire, Jacques-Aurélien Marciro. Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, si on revient sur la guerre commerciale, on parle beaucoup des biens, du commerce de biens produits manufacturés. La réalité, c'est que la tech, c'est avant tout les services, même s'ils sont indirectement touchés. Donc c'est une partie de l'équation géopolitique sur laquelle on reviendra. Aujourd'hui, les marchés américains, c'est avant tout la tech. Donc les deux sont liés. C'est-à-dire que la défiance vis-à-vis des États-Unis va faire baisser la tech, puisque la tech aujourd'hui, c'est plus de la moitié des indices américains, si on prend, on va dire, les Mag 7 et les sociétés affiliées. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? En fait, tout dépend de votre vision. Si vous êtes comme 40% des Américains et que vous pensez qu'on va atteindre une sorte de super intelligence dans les 5 à 10 prochaines années, vous continuez à investir dans la technologie, notamment Nvidia en premier lieu. D'accord. Si donc vous avez... Garde les Magnificent Seven. Exactement. D'accord. Et ce 40%, c'est un chiffre qui est énorme. Si vous sondez les Français, la proportion qui pense qu'on va atteindre une super intelligence, vous êtes peut-être à 10 ou 15%. Donc on voit un schisme entre investisseurs européens et investisseurs américains. Ça, c'est le premier point. Donc si vous croyez à cette super intelligence, restez sur la tech. Si vous avez un doute et que vous dites que peut-être qu'il y a eu des excès, alors il y a toujours des franges de la tech dans lesquelles vous pouvez investir, mais plus des valeurs, on va dire, qui sont liées autour de la donnée, justement. Des valeurs qui ont la data, qui ont le carburant. D'accord. C'est un peu comme dans les années 2000. Vous savez, dans les années 2000, les investisseurs les plus talentueux vous disaient à l'unisson, Internet va être partout, donc il va falloir construire Internet. Donc le meilleur investissement, c'est les équipementiers télécoms. Nokia, Ericsson, Alcatel, Lucent, plein de sociétés qui ont disparu pour les plus jeunes auditeurs. Bien sûr. Donc c'était sur le papier une bonne idée, c'était la pire des idées. Là, tout le monde vous dit acheter du Nvidia parce qu'il y aura de l'IA partout. Est-ce que Nvidia est le meilleur investissement sur les 5 à 10 ans? Je n'en suis pas sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand Internet a été construit, ça a été une opportunité pour Le Bon Coin, pour Google, pour toutes ces sociétés qui ont fleuri sur Internet. Et je pense que c'est là où ceux qui ont la donnée
vont vraiment pouvoir tirer leur épingle du jeu. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, quand on dit que si on partage ce scénario de 40% des Américains et qu'on estime qu'on va réussir à créer, comment vous appelez ça, une supra-intelligence? Exactement. D'accord, pas super-intelligence, supra-intelligence. En fait, si vous nous recitez les Magnificent Seven, c'est pas parce que c'est des entreprises tech bien positionnées sur le sujet IA, mais parce qu'elles possèdent la donnée. Et c'est là en fait où tout se joue. Parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est celle qui parle d'IA aujourd'hui, mais peut-être que demain, dans 5 ans, ce sera pas 7 entreprises, mais 15, 20 entreprises qui construiront potentiellement le secteur de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Notre conviction, c'est que dans chaque secteur, il y a des acteurs qui ont la donnée en grande quantité avec une vraie expertise métier. D'accord. Ils auront juste à se saisir des technologies qui sont en train d'être créées par les géants de l'informatique américaine pour créer la valeur dans leur domaine respectif. Prenez le domaine de l'assurance, de la logistique, de la santé. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités à les capter et pas que les Magnificent Seven. Juste pour vous donner une analogie, c'est comme si dans les années 2003-2004, juste après l'explosion de la bulle d'Internet, vous décidiez de créer un fonds d'investissement dans lequel vous privilégiez tous les retailers, tous les distributeurs qui ont une vraie stratégie omnicanal, qui disent « moi je suis capable de vendre en ligne et en boutique ». Si vous aviez sélectionné que ces acteurs-là et que vous aviez mis de côté tous ceux qui n'investissaient pas dans l'Internet, eh bien 5 à 7 ans plus tard, vous aviez une très belle performance. Là, on pense que c'est la même chose. Dans tous les secteurs, il y aura des vainqueurs de la donnée et d'autres qui vont être laissés un petit peu dans la poussière. Est-ce que cette stratégie, parce que là on en parle aux États-Unis, on a donné l'exemple des États-Unis, est-ce qu'on peut appliquer cette stratégie à d'autres régions du monde sur le même modèle exactement en favorisant les entreprises qui ont la donnée plutôt que ceux qui développent l'IA en tant que telle? Tout à fait. En Europe, nous avons des leaders globaux qui ont de la donnée en grande quantité, qui ont un vrai savoir-faire technologique et qui vont se saisir de cette technologie. Il faut juste leur laisser quelques années. Même chose en Asie. Donc là-dessus, on n'est pas restreint par l'exceptionnalisme américain. D'accord, mais ça veut dire qu'on a en Europe potentiellement des champions, ou en tout cas pas de l'IA, je ne sais pas si on peut dire des champions de l'IA, mais en tout cas des entreprises qui peuvent bénéficier effectivement de cette tendance parce qu'elles auraient la donnée de qualité plutôt que d'avoir les LLM qui tournent par exemple. Tout à fait. Moi je suis très enthousiaste sur ce point et même sur le plan de la technologie, je pense qu'il y a énormément de leviers qu'on peut activer pour rattraper le retard. Ce que les Chinois ont fait en rattrapant les Américains en 15 à 20 ans, bien sûr, on doit pouvoir le faire également si on s'en donne les moyens, mais là c'est une question politique et plus économique. Est-ce que si on veut, si on a cette conviction, les États-Unis restent le premier marché? Ou est-ce qu'il faut diversifier avec l'Europe et la Chine en se disant que potentiellement la Chine peut très vite rattraper un retard, que l'Europe a aussi une carte à jouer sur le sujet et que peut-être d'autres régions du monde peuvent s'inviter également, même si je ne les mentionne pas aujourd'hui? Alors je pense que le maître mot aujourd'hui, c'est la diversification. C'est-à-dire que la Chine reste un régime où la gouvernance vis-à-vis des actionnaires minoritaires que nous sommes et on va dire questionnable, et les États-Unis prennent un virage dangereux. Donc face à ça, je pense que les investisseurs sont bien servis de diversifier, c'est ce que nous faisons dans nos portefeuilles, en ne laissant pas trop de place à la prépondérance des États-Unis. Aujourd'hui, si vous investissez, on va dire naïvement dans le MSCI World, donc l'indice Action Monde, vous embarquez 75% d'actions américaines, alors que les États-Unis ne sont que 25% du PIB mondial. Donc c'est là où nous, vraiment, on a un message fort, c'est de dire diversifier. Ça ne veut pas dire qu'il faut être all-in sur l'Europe, mais bien, voilà, diversifier son risque, ce qui est quand même la base de la finance. Si je reviens sur les actions américaines, parce qu'effectivement on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, on a mentionné les techs, ou en tout cas les Magnificent Seven. Ça fait plusieurs années que j'entends une partie de professionnels de la finance me dire c'est cher, les valorisations sont chères, c'est très cher. Et une autre partie en face qui dit certes c'est cher, mais si vous vous basez sur la performance à venir, c'est pas si cher que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît depuis 3 semaines, voire même depuis un petit peu plus longtemps, des techs qui temporisent un petit peu, si je peux le dire ainsi, est-ce que selon vous, c'est une fenêtre d'opportunité ou au contraire, c'est un marché qui se stabilise? Alors je pense que je vais illustrer ça par un exemple très, très simple. Si vous prenez Google, qui est l'un des 7 magnifiques, Google est une société extraordinaire à tout point de vue. Elle a des données en très grande quantité. Maintenant, si vous prenez le cœur d'activité de Google, c'est quoi? La publicité en ligne. Aujourd'hui, la publicité en ligne, c'est plus de 50% de la publicité mondiale. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire de la pub, son premier réflexe, c'est en ligne et non pas offline. Et Google est quasiment la moitié de la publicité en ligne. Donc pour le dire simplement, Google, c'est presque 25% de la publicité mondiale. Bien sûr. Donc si demain, les entrepreneurs perdent confiance et qu'ils se disent « je vais préserver mes budgets publicitaires parce que je veux que ma trésorerie soit, on va dire, sécurisée », ils vont peut-être couper leurs dépenses de pub. Donc Google ne peut plus échapper à la cyclicité de notre économie, aux incertitudes macroéconomiques. Le Google d'il y a 10 ans, il n'en avait rien à faire parce qu'il y avait tellement de gras à manger sur la publicité en ligne qu'il pouvait croître
récession par récession. Parce qu'il y avait des nouveaux marchés constamment. Exactement. Et parce que Google n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. D'accord. Et c'est la même chose pour Amazon. Quand vous êtes quasiment 50% du e-commerce en ligne aux États-Unis, si le consommateur américain va mal, vous aurez du mal à y échapper. Donc, ces géants sont toujours des sociétés de très grande qualité, ils ont des positions concurrentielles très fortes, mais la réalité est qu'ils sont devenus cycliques et qu'ils sont sensibles à la macroéconomie. Apple, même chose. Tesla, même chose. Finalement, le seul qui est peut-être peu sensible à la macroéconomie, c'est Microsoft. Parce que les clients sont les grandes entreprises. Bien sûr. Que demain, vous aurez du mal à vous passer d'Outlook ou de Excel. Merci beaucoup Jacques-Aurélien Marciro pour avoir détaillé donc, votre expertise avec nous. Je rappelle que vous êtes co-responsable des gestions actions chez Edmond Rothschild Asset Management et que vous êtes également gérant du fonds EDR Big Data. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve dans un instant sur le plateau de Parlons Placement.